Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer ici quelques petites vidéos que j'espère comme toujours assez courtes, mais elles sont toujours plus longues que prévu. À propos de InDesign, qui est en fait le troisième bloc de nos cours hebdomadaires, un peu perturbé cette année, mais donc on avait une première partie qui concernait le vectoriel, une deuxième concernait la manipulation d'images bitmap, et ben, on aurait eu deux cours, a priori, deux ou trois pour certains groupes, sur InDesign et la mise en page. Ce qui va être important pour la réalisation de votre dernier gros travail de l'année, qui sera réalisé avec InDesign, mais en utilisant aussi Photoshop et Illustrator, ou Inkscape, ou GIMP, ou que sais-je. Là, ça, les infos seront postées sur Digital Lab, et Serge en fera une vidéo de présentation également. Donc ici on a l'interface d'InDesign, voici l'icône, hein, donc trois logiciels phares de la suite Adobe que sont Illustrator, Photoshop et InDesign. Il existe une alternative libre, mais c'est beaucoup moins évident que pour le vectoriel et la manipulation d'images, où là on a des logiciels quand même assez matures que sont GIMP et Inkscape, mais il existe tout de même Scribus, logiciel libre, hein, donc que vous pouvez installer sur vos ordinateurs. J'ai déjà travaillé avec et en fait il fait le job, et les principaux concepts dont on va parler ici dans InDesign existent dans Scribus également. L'interface est un petit peu différente, elle est un peu moins sexy qu'InDesign, mais bon voilà, c'est pas très très grave. Mais et alors les fonctions sont évidemment pas au même endroit, portent pas toujours exactement le même nom, mais ça vaut la peine d'y jeter un œil, hein, et donc voilà. Donc ici on connaît l'interface de création d'un nouveau document va être sensiblement identique à ce qu'on aurait pu trouver dans les autres dont on a déjà parlé. Donc ici on va faire une petite mise en page un peu assez simple avec un matériel que je vais vous présenter dans quelques secondes, pour vous montrer les principaux concepts de la mise en page dans InDesign et de ce qu'est un document InDesign. Mais en tout cas, quand on commence un travail dans InDesign, il faut choisir, comme dans les autres cas, un format de document. Ici, on va prendre un A4. Alors, ici, on a le choix d'avoir nos pages en vis-à-vis ou pas. Donc, si je coche pas cette case, je vais avoir mes pages qui vont se mettre les unes au-dessus des autres. Par exemple, si je veux exporter un PDF simple, voilà. Et ici, je sais pas, on peut mettre 8 pages. Et si je mets page en vis-à-vis, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle une planche, si je ne me trompe, hein, donc deux pages en vis-à-vis, avec au centre ce qu'on appelle le dos, hein, là où on a les agrafes, par exemple. Je propose qu'on laisse de côté les colonnes ici, parce qu'en général, moi je montre une autre manière de les appliquer sur des blocs de texte. Donc on peut laisser par défaut une colonne, etc. Les marges, on peut les laisser par défaut. De toute façon, on peut remodifier ça par après. Et alors le fond perdu et la ligne bloc. Le fond perdu, on l'a déjà rencontré notamment dans Illustrator. Donc cette zone qui déborde de notre format et dans laquelle on vient faire déborder de la couleur ou une image. Si on a des contenus qui viennent jusqu'au bord du format, on les fait déborder de façon à quand on coupe, en l'occurrence, qu'on coupe dans l'encre et pas qu'on évite un liseré blanc là sur le bord. La ligne bloc, c'est un espace qu'on peut rajouter, je pense, pour rajouter des informations pour un imprimeur ou que sais-je. On peut la laisser de côté pour l'instant. Et ici, je vais créer mon document. Alors, on va fermer ceci.
Hein. La plupart des outils ici, on va les retrouver, on reconnaît notre plume ici, l'outil texte qui était le même dans Illustrator également, mais ici bon, on va aller un petit peu plus loin fatalement avec le texte. Ici les blocs, ça on va les utiliser très régulièrement, mais on retrouve la flèche noire et la flèche blanche, hein, outils de sélection et sélection directe, qui vont nous permettre de manipuler nos blocs, puisque nos blocs qui vont contenir nos textes ou nos images, etc., comme on va le voir, sont des tracés vectoriels qu'on peut manipuler, puisque maintenant on sait manipuler ces tracés. Et on retrouve ici en bas à gauche couleur de remplissage, couleur de contour, comme on avait dans Illustrator. Donc non pas couleur d'avant-plan et d'arrière-plan comme on avait dans Photoshop. Alors ce qui est important de savoir pour InDesign, et ça va être très important pour votre dernier travail de l'année, c'est que autour d'un document InDesign, qui peut faire possiblement, je sais pas moi, 60 pages, dans le futur, hein, je parle, imaginez, vous construisez votre portfolio avec InDesign, mais vous pourriez très vite arriver à une soixantaine de pages, si vous travaillez beaucoup. Et donc des pages dans lesquelles on va avoir du texte, on va avoir toutes sortes d'images, des choses qu'on importe, etc. Des fichiers Photoshop, des fichiers Illustrator, des polices de caractères, etc. Et tout ça n'est pas inclus, on va dire, dans le fichier InDesign lui-même, puisque on se retrouverait vite avec un fichier tout à fait... qui serait vraiment trop lourd pour la machine comme fichier de travail, puisque voilà, il pèserait, on aurait tout le poids des images, etc., dans le poids de ce fichier-là. Donc ce qu'on fait, c'est, et c'est exactement ce que vous rencontrerez dans vos cours de web en B2, c'est exactement le même principe pour un site web. On va avoir un fichier qui va charger d'autres fichiers. On va parler de dépendance, et j'ai un petit schéma ici, voilà, qui montre un peu ça. Donc on a un document InDesign qui est un fichier .indd, et on vient importer dans ce document des PNG, des JPEG, des PDF, des fichiers Illustrator, des fichiers SVG, j'en ai mis ici, importer du texte, importer des polices de caractères, etc. Donc au moment où on ouvre ce fichier InDesign, qui utilise tout ça, eh bien, InDesign va chercher ces éléments là où on lui a indiqué qu'ils étaient. Hein, donc ce qui est très important de retenir, c'est que dès qu'on importe une image, dès qu'on va importer une image dans notre document InDesign, lui il va retenir un chemin d'accès vers cette image. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment exactement la même chose que pour un site web. Et si je viens renommer cette image ou la déplacer sur mon disque dur, InDesign ne va plus la trouver. Hein. Donc c'est quelque chose à laquelle il faudra faire constamment attention. C'est franchement pas compliqué, mais il faut juste être attentif à ça. Et c'est pour ça qu'on vous demandera en fin de travail de créer ce qu'on appelle un assemblage. Pas très complexe à faire, dans la mesure où nous on n'aura qu'à faire fichier assemblage ici. Et InDesign, on le fera dans quelques vidéos. InDesign, lui, va créer un dossier dans lequel il y aura notre document InDesign et toutes les choses dont il a besoin pour l'afficher. Donc toutes nos images, toutes nos polices de caractères, tous nos textes importés, etc. Il va lui-même tout aller chercher et tout réunir dans un dossier. Et c'est ce dossier, cet assemblage, que vous allez nous rendre. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir et à faire. Mais vous verrez, c'est pas compliqué dans notre cas. On clique sur 2 boutons et InDesign fait le travail pour nous. Donc, ça, on en reparlera en temps voulu. Ce qui est un petit peu nouveau dans l'interface d'InDesign ici, et qu'on va utiliser très régulièrement, c'est notre page, notre fenêtre ou palette ou panneau, que sais-je, page. Et on voit dans ce panneau, j'ai un plan de mon document. Hein, donc je vais zoomer un petit peu dessus ici.
Voilà. Alors comme dans tous les panneaux, vous avez des petites options ici. Vous pouvez, si on regarde les options de panneaux, on peut avoir des plus grandes pages, etc. Je fais OK, voilà. Créer des nouvelles, on peut déplacer des pages par cliquer, glisser, etc. Et en supprimer, etc. Bon, c'est un petit peu notre fenêtre de calque entre guillemets dans InDesign. Alors c'est pas du tout des calques, puisque en plus on a une fenêtre calque qui est ici, qu'on connaît, hein, qui est très sensiblement identique à celle qu'on avait dans Illustrator. Et mais quand je dis c'est notre fenêtre des calques, c'est-à-dire elle a l'importance de ce qu'avait comme importance la fenêtre des calques dans Photoshop par exemple. Et donc on voit que dans cette fenêtre ici des pages, on a deux parties. Hein. On a nos pages ici avec le plan de notre document ici en bas. Hein, on voit bien 8 pages de 5 planches. Hein, donc ces planches, c'est ces ensembles de double page si on veut, et au-dessus on a ce qu'on appelle des gabarits. Hein. Alors on en a deux par défaut. Hein, quand j'ouvre un nouveau document, on a un gabarit 100, c'est-à-dire 100 gabarits, et un gabarit avec un préfixe A qui s'appelle gabarit. Maintenant je peux le renommer. Hein. Si je clique droit, je sais pas, option de gabarit, voilà, je pourrais le renommer mon gabarit. Hein, donc peu importe. Et alors on peut en créer des nouveaux. Et en fait, sur les gabarits, on va reprendre des éléments qui vont s'appliquer sur un certain nombre de pages, de façon à ne modifier que ce gabarit le jour où il faut mettre à jour ces pages. Pour donner un exemple, par exemple, la pagination est typiquement quelque chose qu'on va mettre sur un gabarit. Hein, puisqu'elle va concerner par exemple les 60 pages de mon document. Hein. Imaginons que j'ai un document même de 300 pages et en haut il y a mon nom. Hein. Si je veux modifier cette en-tête, ce que je vais faire c'est moi je vais mettre cette information du nom dans mon gabarit et cette information va se répercuter sur toutes les pages auxquelles j'applique ce gabarit. En l'occurrence ici par défaut, toutes les pages de mon document, on voit que j'ai un petit A. C'est parce que le gabarit A est appliqué à toutes ces pages. Alors pour vous montrer un exemple très concret, imaginons que voilà, j'écris art numérique. Voilà, on va essayer de faire un truc un petit peu. Alors moi je vais me mettre espace de travail indispensable classique. Ça je vous conseille, c'est un petit passage. C'était la même chose dans Photoshop, Illustrator, je ne sais plus. Mais donc ici dans les fenêtres, espace de travail, moi souvent je viens chercher indispensable, classique. La différence principale, c'est que ici je vais avoir cette barre d'options avec tous les outils liés à l'outil que je suis en train d'utiliser, toutes les options possibles. Et c'est très pratique. Mais alors ici, je vais faire quelque chose qu'on évitera justement de faire, mais je vais venir modifier le texte à la volée, mais c'est pour avoir un truc un peu gros. Voilà, peu importe. Donc là, boum, voilà. Je vais sortir ma fenêtre des pages. Voilà. Donc là, j'ai déposé mon texte sur une page. Hein. On voit qu'elle est en bleu ici dans ma fenêtre des pages. J'étais bien sur ma page 1. Et je suis venu déposer cet élément-ci là. Donc il n'apparaît que sur cette page. Mais si je venais faire la même chose, non pas sur la page, mais sur mon gabarit, hein, et on remarque que mon gabarit, c'est un gabarit de planche, hein, c'est un gabarit d'une double page. Si je viens coller mon texte ici sur la page de droite, eh bien, on le voit d'ailleurs dans la fenêtre des pages ici, il est venu s'appliquer sur toutes mes pages, sur la page de droite, hein, sur toutes mes planches. On voit qu'il déborde d'ailleurs, hein, donc si je veux le modifier, je vais juste dans mon gabarit, je le modifie et toutes mes pages ont été mises à jour.
Ok, donc ça c'est vraiment le principe du gabarit. L'exemple n'est pas terrible ici, hein, mais bon, on va pas. Vous avez compris. Ce qui est important aussi de voir, c'est que mon élément ici, il est verrouillé sur sur ma page. Hein, ce qui me permet aussi de travailler de manière un petit peu plus sécurisée, on va dire. Je risque pas de venir modifier un élément qui concerne tout mon document, de venir le modifier sur une page sans faire exprès. Et donc, je peux le modifier sur une page spécifiquement, mais à ce moment-là, je vais devoir venir, je crois que c'est ici en clic droit, cliquer sur libérer tous les éléments de gabarit. Et à ce moment-là, mon élément sera éditable, mais il sera détaché du gabarit, hein, si on veut. Voilà, voilà. Et alors, ce qui est très très important aussi, c'est de savoir toujours un petit peu le problème qu'on avait dans Photoshop, de savoir si on était bien en train de travailler, en train de peindre en noir sur notre masque ou bien en train de peindre en noir sur notre calque. Ici, il faut bien savoir si on est en train de travailler sur notre gabarit ou si on est en train de travailler sur notre page. Hein, vous voyez que quand je double-clique sur mon gabarit, il devient bleu ici. Là, je suis bien sur mon gabarit. Si je double-clique sur ma page, je suis bien arrivé ici sur cette planche-ci, page de droite, et je peux travailler sur ma page, mais visuellement, passer de l'un à l'autre, ma vue, elle ne change pas grand-chose. Et donc, au début d'un document, on peut très vite se retrouver à travailler pendant 3 heures sur un gabarit, alors qu'on aurait dû faire des choses sur une page. C'est pas bien grave, hein, vous avez vu qu'on peut... je peux venir sur mon gabarit, prendre mon élément alors et venir le coller sur ma page. Au passage, je vais revenir ici en arrière. On voit que là, par exemple, j'ai fait commande X pour couper, hein, c'est-à-dire copier et supprimer de cet emplacement-là mon élément. Je vais sur ma page 3 et je fais coller. Et vous voyez qu'il s'est collé plus bas, hein, un endroit différent. Il y a une commande dans InDesign ici qui est coller sur place. Et si je fais ça, mon élément va se coller exactement à l'endroit où il était sur la source. Donc c'est quelque chose qui est très très pratique et que j'utilise régulièrement. Je me demande si ça n'existe pas dans Illustrator aussi. Voilà, bon, les gabarits, c'est vraiment dans le cas où vous avez un document avec des éléments qui se répètent, des éléments de mise en page qui se répètent sur toutes les pages ou sur un certain nombre de pages, puisque vous pouvez avoir plusieurs gabarits de mise en page. Par exemple, pour votre portfolio, par exemple, vous pouvez avoir un gabarit, je sais pas moi, texte simple et un gabarit 3 colonnes, un gabarit exposition avec la liste de vos expos, et chaque fois des mises en page différentes, mais qui sont utilisées sur plusieurs pages. Donc ça c'est le principe, et dès qu'on dépose un élément sur un gabarit, il s'applique aux pages concernées par ce gabarit. On va faire juste le petit... on va créer un nouveau gabarit, donc par défaut il va me prendre le préfixe B, et moi je vais l'appeler par exemple nouveau. Je peux choisir qu'il soit une page ou 2 pages, ou moi je vais laisser 2 par exemple. Et si je viens sur ce nouveau gabarit déposer, je sais pas moi, une chose comme ça. Ok, par défaut il n'est sur aucune de mes pages, puisque toutes mes pages sont concernées par le gabarit A, hein, mais je peux tout à fait le prendre comme ça, cliquer, glisser, hein, et de l'amener sur mes pages ici, qui seront concernées juste par le gabarit B. Et donc quand je vais me balader dans mon document, je vais voir que quand j'arrive sur mes pages 4 et 5, j'ai une mise en page différente. Voilà, donc un simple cliquer-glisser permet d'appliquer un gabarit à des pages. Et pour déplacer des pages, je peux
Normalement, voilà, juste faire des clics et glisser dans mon document aussi avec mes pages. Voilà, je vais m'arrêter là pour le principe des gabarits et des pages. Ça faisait une petite intro déjà sur cette nouvelle fenêtre. Voilà, qu'on n'avait pas dans nos autres logiciels. Pour le reste, vous retrouverez, mais pas forcément au même endroit. Par exemple, dans Objets et mise en page, ben, on va retrouver des fenêtres qu'on connaît, qui sont l'alignement, le Pathfinder. Si on ouvre ça, ben, on ne sera pas tout à fait perdu. On connaît déjà ça. On verra que pour les alignements, il y a un type d'alignement nouveau dû au fait qu'on ait des doubles pages, mais on en parlera en temps voulu. Mais voilà, normalement vous ne devriez pas être tout à fait perdu ici. Et voilà, dernière chose avant de clôturer cette vidéo aussi, parce que je les vois, les règles ici qu'on fait voilà, apparaître en faisant commande R ou CTRL R sur un PC, ben, vont me permettre, comme dans Illustrator et Photoshop a priori, de venir déposer des repères dans mes pages par simple clic et glisser. Vous remarquez que si je viens sur une page, ben mon repère ne s'applique que sur cette page-là. Et si je suis en dehors de la page, il s'applique sur toute la largeur de mon document. Idem verticalement, hein, si je suis dans ma page, il ne va s'appliquer que à cette page-là. Et si je suis en dehors, il va s'appliquer à toutes les pages. J'allais dire toutes les pages de mon document, mais c'est pas toutes les pages du document, c'est toute la hauteur de ma page. Tiens, je pense à une modification. Soit. Il doit y avoir moyen, peut-être en venant. Ah, peut-être je dois venir ici. Non. Soit, je chercherai. Voilà, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Et alors, on va parler après du principe des blocs de texte dans InDesign.